Et je suis content, certains des 5 amendements qui ont été suggérés par le Conseil de la famille et de l'enfance, on les retrouve un peu dans certains amendements qui ont été déposés par le ministre. Le premier amendement était que l'approche soit inclusive, pouvant prendre en compte les particularités régionales. Effectivement, l'organisation communautaire ne se gère pas de la même façon dans les grands centres que dans les centres éloignés. Que l'on clarifie la notion de concert avec les parents. Fort intéressant. Lorsqu'on parle d'intégrer les parents, à quel endroit dans la loi, dans une réglementation ou dans un protocole d'entente allons-nous retrouver la place des parents? À date, on n'a pas répondu à cette question. Est-ce que l'on va encore une fois faire reporter le fardeau aux organismes communautaires? Ça pourrait aller, mais encore une fois, c'est important que les parents soient impliqués. Que le rapport d'activité informe sur l'ensemble des activités de gestion du fonds à chaque année. Alors là, si ce que le ministre me dit à l'extérieur de la Chambre est exact et que l'on retrouve l'amendement qui apparaît au projet de loi 6 dans le projet de loi 7, effectivement, j'y comprendrais qu'il y aurait des rapports annuels, non seulement sur l'agent de l'État, mais sur l'agent de l'ensemble du fonds, y compris un rapport d'activité fait à la fin des 10 années de gestion du fonds, afin d'assurer une certaine forme de pérennité, car il y a danger, parce que si le fonds est pour 10 ans, qu'arriverait-il la 11e, la 12e et la 13e année? Il faut commencer à y penser quelque part dans le processus. Et finalement, qu'un bilan soit effectué avant la fin du projet. Alors, une fois, j'ai retrouvé cette empreinte dans l'amendement au projet de loi 6 et j'ai compris qu'on la retrouverait dans l'amendement au projet de loi 7. L'Association des garderies privées du Québec recommandait, à la page 14 de son mémoire, que le ministère de la Famille se dote d'un document ou carte de référence exprimant de façon claire et concise la vision gouvernementale de la politique familiale et décrivant les orientations principales, le rôle de tous les acteurs et intervenants impliqués, ainsi que l'interrelation et les objectifs spécifiques de toutes les mesures de soutien existantes. Ça soulevait une autre situation, Monsieur le Président. Il ne faut pas que les activités de ce fonds aillent dans une direction autre que celle qui est exprimée par le leadership normal du ministère de la Famille. Il ne faudrait pas créer un ministère du fonds en question. Il ne faudrait pas créer de nouveaux ministères incontrôlés, incontrôlables et qui ne s'inscrivent pas à l'intérieur des politiques du ministère. À la page 15, on disait « Poursuivre le développement de stimulation précoce pour les enfants d'âge préscolaire en milieu de garde ». Ça aussi, c'est important parce que si on ne travaille pas la stimulation des enfants d'âge préscolaire, ce fonds n'a aucune utilité. La Direction de la santé publique de l'Agence des services de santé et services sociaux de Montréal recommandait à la page 9 de son mémoire de cibler plus largement que les enfants vivant en contexte de pauvreté. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agirait, par exemple, de remplacer le mot pauvreté par le mot vulnérabilité. Et là, la cible serait beaucoup plus précise, mais aussi plus large. La Fédération des commissions scolaires du Québec prônait, à la page 9 de son mémoire, une approche intégrée de services impliquant une collaboration entre les différents partenaires des milieux concernés. Dans un français plus accessible, on dira qu'il devrait y avoir des tables de concertation afin que l'un et l'autre des différents organismes concernés ne tentent pas de s'arracher les fonds disponibles dans un but strictement mercantile et ayant un effet négatif sur les objectifs les plus louables de ce fonds. Plusieurs organismes ont remis en question la présence d'une fondation privée dans la gestion des affaires de l'État. Ça a été très présent dans l'ensemble des auditions particulières, à savoir la Confédération des organismes familiaux du Québec, l'Association québécoise des CPE, la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Le projet de loi 7 a des objectifs qui sont louables, mais exige une grande rigueur. Je vais vous citer quelqu'un, puis je vous donnerai la surprise. On fera un examen ensemble, Monsieur le Président. Vous essayerez de trouver qui a écrit cette phrase. Fort intéressante dans cette Chambre. Il faut une vue d'ensemble, une vigueur d'ensemble qui vienne de l'État sous la forme d'une politique
avec un P majuscule, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois l'audace, la permanence nécessaire pour répondre aux besoins, pour rejoindre ses buts, l'approfondissement et la compétence. Je vois l'interrogation dans votre visage, Monsieur le Président. Je vais vous donner un indice. Septembre 1964, dans l'Action nationale, un journaliste qui s'appelait René Lévesque. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers d'enfants qui vivaient une situation de vulnérabilité et pour lesquels il fallait dire « Nous ne pouvons rien faire pour toi. Il n'y a pas de solution. Il y a des listes d'attente. » Des enfants qui ont le droit de grandir, des enfants qui ont le droit de vivre comme tous les autres enfants. Et, en plus, ce que j'ai pu constater, c'est que plusieurs de ces enfants-là vivaient effectivement une situation de pauvreté, mais plusieurs de ces enfants-là vivaient des situations qui n'avaient rien à voir avec une situation de pauvreté. Je me rappelle, tout près de chez moi, il y a un quartier qui s'appelle Fontainebleau. C'est un quartier fort sympathique où la maison la plus modeste doit coûter à peu près 800 ou 900 000 $. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y avait des enfants que je connaissais qui restaient là et qui ne mangeaient pas le midi. Ils ne mangeaient jamais. Je les interroge. Comment ça se fait que tu ne manges pas? Ah, j'ai pas d'argent. Tes parents ne t'en donnent pas? Ben, c'est parce qu'ils ne sont pas là. Ah bon, je vais faire un tour chez eux. Ils m'invitent. Je rentre chez eux, il n'y a pas un mot d'immeuble. Il n'y a pas un seul meuble dans une maison de 800 000 $. Et là, ben, voyons, tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, il nous explique que les parents avaient une drôle de maxime. Ils disaient, la richesse attire la richesse. Si on a une grosse maison, ça va attirer de l'argent. C'était s'embarquer dans un bien mauvais problème. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Je leur demande, qu'est-ce qu'ils font, vos parents, quand ils reçoivent la visite? Alors, quand ils recevaient de la visite, ils louaient des meubles pour la fin de semaine. Normalement, ces enfants-là, dans le projet de loi actuel, ne pourraient pas bénéficier du fonds. On peut être d'accord de façon même unanime dans cette Chambre pour dire qu'ils étaient des enfants extrêmement vulnérables. Extrêmement vulnérables. Comme ces autres enfants que j'ai rencontrés aussi qui n'avaient pas d'argent, parce que leurs parents leur disaient « Nous, on part en voyage pendant un mois, tu n'auras pas d'argent, il faut que tu apprennes à te débrouiller, mon gars. » Ce sont des enfants vulnérables qui ne rencontrent pas les critères actuels de la loi, mais qui pourraient fort bien bénéficier d'une redéfinition partielle ou d'un élargissement du critère de l'article 1. J'ai la grande chance d'être le député d'un comté, Monsieur le Président, où il n'y a pas de tiraillage entre les groupes communautaires, où il n'y a pas de doublons, où les groupes communautaires réussissent tant bien que mal à travailler de façon complémentaire. Par contre, j'ai dû comprendre, surtout depuis que je suis ici, que ce n'est pas le cas partout, qu'à certains endroits au Québec, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de difficultés. Lors des auditions particulières, j'ai eu l'occasion d'entendre certains groupes vouloir s'arroger l'argent et nous disant même, dans certains cas, qu'ils avaient la compétence pour s'occuper d'un fonds d'enfants de 0,5 ans, alors que dans toute leur histoire, ils n'avaient jamais approché, même de loin, quelque enfant âgé de 0,5 ans. Il faut être très prudent. Ça prend beaucoup de compétences. Ça prend beaucoup d'abnégation, Monsieur le Président. Alors, je constate, Monsieur le Président, parce que je sais que vous avez des attentes, je constate que la maxime suivante s'impose. Hora fugit stat ius. L'heure fuit, mais le droit demeure. Le droit demeure parce que le droit, c'est la chose la plus importante lorsqu'on veut comprendre cette loi. Dans les amendements, dans les discussions article par article qui se feront dans les prochains jours, nous devrons faire preuve en même temps d'humilité, en même temps d'audace et en même temps d'une grande compréhension de la problématique qui est en face de nous. Nous ne réglerons pas le problème. Nous allons faire un pas en avant, ensemble. Et tant et aussi longtemps que le gouvernement marchera dans cette même direction du seul intérêt primordial des enfants du Québec, il pourra être assuré de la collaboration des membres de mon parti politique. Alors, Monsieur le Président, je vous remercie. Alors, je vous renvoie ces remerciements, Monsieur le député de Groux, pour votre intervention.